de réfléchir à en quoi la technologie allait changer à la fois la façon dont nos consommateurs utilisent la beauté, mais aussi comment les collaborateurs sont entourés de technologies dans leurs différents métiers. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Stéphane, merci encore de ta disponibilité et d'avoir accepté cet échange ensemble. Merci Martin de m'avoir invité. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter à ta manière pour toutes les personnes qui vont nous regarder, nous écouter aujourd'hui. Moi, je m'appelle Stéphane Lanuzel, je travaille chez L'Oréal depuis 10 ans. Et je suis actuellement directeur du programme Beauty Tech. Le programme Beauty Tech, c'est un programme de transformation du groupe qui s'inscrit dans la continuité de notre transformation digitale et avec un objectif, c'est d'inventer la beauté du futur en se transformant en une entreprise du futur. Alors souvent, j'ai pas besoin de présenter L'Oréal. L'Oréal, c'est le leader mondial de la beauté. On fait toute la beauté, mais que de la beauté, sur toutes les catégories, sur 70 pays dans le monde. On commercialise plus de 7 milliards de produits et on compte 88 000 collaborateurs. Mais peut-être un point pour illustrer le parcours de transformation digitale de L'Oréal. On fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en e-commerce. Et le digital avait commencé chez L'Oréal en 2010, qui était l'année du digital. Et donc on a poursuivi cette transformation. Et on a lancé en 2018 le programme Beauty Tech, dont je m'occupe depuis ces 5 dernières années. On va pas mal parler de ce programme-là, évidemment, parce que ça m'intéresse à plus d'un titre. Déjà, avant de démarrer, peut-être un petit mot sur ton parcours professionnel, ce qui t'a amené à être responsable, directeur dans un programme digital de grande ampleur pour ce géant mondial qu'est L'Oréal. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'intéresse et t'anime encore? Je pense que ça, c'est un point important. Et est-ce que tu t'es retrouvé là un petit peu par hasard ou non? Alors, pas par hasard. Alors, j'ai vu mes cheveux gris, j'ai un peu d'expérience professionnelle, et c'est clair que quand j'ai débuté, donc je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur des ponts et chaussées, et c'est vrai que le digital à l'époque, je suis sorti d'école en 1997, donc on n'en parlait pas du tout, et j'avais aucune idée à cette époque-là de ce que ça allait être, de ce que ça allait être, et aucun parcours de carrière prédéfini. Et en fait, j'ai commencé ma carrière dans le domaine du financement de projets, et qui était la gestion de gros projets, de ce qu'on appelle de concessions et de partenariats publics-privés, qui mixaient des problématiques technologiques, mais au sens plus technique, des problématiques d'ingénieur, on va dire. Ensuite, je suis rentré dans le conseil, j'ai fait 7 ans dans le conseil chez Kearney, et c'est là où j'ai vraiment appris à la fois à connaître des industries très diverses, à rentrer sur une nouvelle problématique chez un client et à essayer de comprendre quels étaient les enjeux, quelles étaient les problématiques de business model, pour pouvoir ensuite les aider et les conseiller. Donc ça a été à la fois une grande ouverture sur beaucoup d'industries, une capacité à comprendre très vite les problématiques complexes et à essayer de convaincre. Et en fait, le fil conducteur entre ces deux expériences, ça a vraiment été la transformation. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans la cosmétique, puisque ce qui arrive assez régulièrement dans le conseil, c'est que j'ai suivi un de mes clients et je suis rentré chez Shiseido, qui est un autre grand acteur des cosmétiques, voilà, dans la filiale européenne basée à Paris. Et chez Shiseido,
je me suis occupé aussi de programmes de transformation dans lequel la technologie commençait de plus en plus à prendre sa part, mais pas uniquement. Et je suis rentré chez L'Oréal, donc il y a maintenant 10 ans, via une acquisition, puisque le groupe Shiseido avait cédé 2 marques à L'Oréal. Et chez L'Oréal, après m'être occupé de l'intégration de cette acquisition, de par mon parcours de transformation, de connaissances du domaine de la cosmétique, le parcours de conseil, j'ai été nommé Chief Digital Officer des opérations du groupe, donc en charge de la transformation digitale des opérations. Alors les opérations chez L'Oréal, c'est quoi? C'est 22 000 personnes, c'est 40 usines, 150 sites de distribution, et c'est un périmètre fonctionnel qui va depuis la conception, la conception des produits, les achats des différents composants, la fabrication et la distribution. Donc, et ce, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 7 milliards de produits. Donc c'était passionnant puisque c'était de comprendre comment les nouvelles technologies allaient changer la façon dont on conçoit, dont on fabrique et dont on distribue les produits. Et les nouvelles technologies, c'était quoi? C'était des choses aussi variées que l'intelligence artificielle, que l'impression 3D, les objets connectés. Et on regardait sur nos sites de production comment on pouvait équiper nos moules d'injection plastique de différents capteurs pour mesurer des paramètres et optimiser le temps de cycle. On développait des lignes de production connectées de la même façon avec des capteurs, des aides pour nos collaborateurs pour passer d'une référence à l'autre. Et c'était le début de l'impression 3D pour faire ce que l'on appelait du prototypage rapide. Donc j'ai fait ça de 2016 à 2019 et j'ai été nommé à la fin 2018, début 2019, patron du programme Beauty Tech. Et du coup, justement, ce programme Beauty Tech, on était en 2018, on est en 2024 aujourd'hui. Quels sont les grands milestones que vous avez atteints? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi du coup cette transformation digitale aujourd'hui? Comment elle se matérialise chez L'Oréal? Et ma deuxième question, qui va être dans la même question, c'est pour combien de temps encore? Comment vous voyez les choses dans le futur? Est-ce qu'il y a une fin à ce programme-là ou est-ce que c'est un programme, on va dire, perpétuel d'évolution de l'entreprise? Alors Beauty Tech, en fin 2018, début 2019, s'inscrit dans la continuité de notre transformation digitale. Comme je te le disais tout à l'heure, comme je te le disais tout à l'heure, c'était en 2010. Et juste pour faire simple, pour ne pas revenir à la Grèce antique dans notre transformation digitale, il y avait 3 grands aspects. Il y avait le fait qu'on allait, dans la transformation digitale, développer le e-commerce. Et à l'époque, quand on s'est lancé dans cette transformation, notre objectif, c'était de faire 20% de notre chiffre d'affaires en e-com, et on fait maintenant 30%. Donc 12 milliards de notre activité en e-commerce, ce qui fait de nous un acteur majeur dans ce domaine-là. La deuxième grande transformation, c'était de passer d'un média de masse à un média beaucoup plus targeté, de passer de la pub à la télé, pour faire simple, à l'influence, le targeted advertising. Et le dernier point, c'était que nos marques soient ce qu'on appelle des love brands, donc présentes sur les réseaux sociaux. Donc on était vraiment dans cette transformation-là. Mais en 2018, lors de Vivatech, notre CEO de l'époque, Jean-Paul Agon, a eu vraiment cette vision et cette perception que la technologie allait aussi disrupter le monde de la beauté. Et comme chez L'Oréal, on aime bien être le leader, on était le leader de la beauté, sa vision était que pour rester et pour continuer à être le leader de la beauté, il fallait aussi être le leader de la beauty tech. Pour inventer la beauté du futur, ça allait être une combinaison de produits qu'on savait faire depuis plus de 115 ans maintenant, mais aussi de services. Et c'est vraiment cette combinaison qui allait créer de nouvelles expériences, une fidélisation accrue des consommateurs et aussi un outil de recrutement. Donc on a beaucoup travaillé sur quels étaient les services autour de la beauté. Donc ça, c'était la partie inventer la beauté du futur. Et la partie se transformer en une entreprise du futur, c'était réfléchir pour chacun de nos métiers
quelles étaient les applications digitales ou les produits digitaux dont ils avaient besoin pour être plus innovants, plus créatifs ou plus efficaces. Et c'était des produits très différents suivant les métiers. Donc Beauty Tech, c'est ça, c'est inventer la beauté du futur en se transformant en une entreprise du futur. Et pour répondre rapidement à ta deuxième question, en fait, il n'y a pas de fin. C'est ça, c'est en continu de ce que j'entends. C'est forcément en continu. On continue pour plusieurs raisons. Un, parce que les attentes de nos consommateurs évoluent de manière régulière, mais aussi la technologie qui change et qui ouvre de nouvelles perspectives. On a surfé le tsunami Gen AI, qui, pour une boîte comme L'Oréal, où on fait beaucoup de contenu, beaucoup de création. Ok, super clair, on a fait un beau scope et du coup, on en revient et bon, je ne vais pas faire de secret de Polichinelle là-dessus. On a travaillé ensemble sur le déploiement du mode produit au sein du Tech Accelerator. Tu vas peut-être d'ailleurs nous en parler. Aujourd'hui, le product management chez L'Oréal, vous l'avez déployé, mis en place. Tu as fait de la gestion de projet historiquement. Voilà. Quelle différence tu vois entre une approche produit et une approche projet? Et est-ce que cette approche produit, elle s'adapte et elle doit s'adapter dans un grand groupe, comme tu le disais, un leader mondial comme L'Oréal? Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous avez adapté ces démarches-là? On s'est approprié le mode produit. En fait, on a développé le mode produit à la L'Oréal, même si il faut rester très humble là-dessus. On a découvert le mode produit de manière beaucoup plus récente que beaucoup d'autres acteurs du monde digital, puisque pour nous, voilà, nos débuts du mode produit, c'est juste à la sortie du Covid, vers 2021. Dans le cadre de notre transformation Beauty Tech. Peut-être ce que l'on avait compris assez vite, c'est que pour faire cette transformation, le mode produit était bien adapté par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc on a déjà, au sein du grand groupe, défini ce qu'on pourrait appeler des startups internes, même si j'aime pas trop ce terme-là, donc qu'on a appelé Tech Accelerator, qui sont deux entités mondiales qui permettent de développer ces produits digitaux. Et cette entité, dès le début, by design, si je puis dire, avait les fondamentaux du mode produit. Donc dans ces équipes des tech accélérateurs, notre start-up interne, on avait des spécialistes du product management, des spécialistes du design, des spécialistes de la data science, parce que la plupart des produits que l'on développe embarquent de l'intelligence artificielle, et des tech leads. Et on est vraiment passé dans un mode d'organisation où ce qui importe, c'est d'aller choisir les bons talents et de construire cette petite équipe autonome entre 10 et 20 personnes en mixant interne et externe, qui ont vraiment la responsabilité d'imaginer, de développer et de faire vivre ces produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un peu la même approche, que ce soit sur les services pour les consommateurs ou sur les applications pour les collaborateurs. L'idée, les modes de fonctionnement, le type de compétences étaient les mêmes, et c'est comme ça que on s'est un peu approprié à notre sauce le mode produit. Alors comment on l'a fait? On a d'abord fait une acquisition. En 2018, on a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Modiface, qui faisait de l'essayage virtuel et qui venait de ce monde-là. Eux, ce qu'ils développaient, c'était des produits. Donc on a appris à leur contact. On a aussi recruté à l'extérieur des spécialistes du produit, des spécialistes du design pour insuffler cette pratique à nos équipes. Mais je le dis souvent, on faisait du produit à la L'Oréal parce que c'est important pour nous aussi de garder notre ADN, nos façons de faire, et de ne pas appliquer des calques ou des méthodologies prédéfinies. Et c'est comme ça qu'on avait travaillé ensemble pour nous aider à inventer ce mode produit à la L'Oréal. Et du coup, là, ça fait quelques années que vous l'avez déployé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ta vision holistique. En toute transparence, quels apports ça a eu? Peut-être quelles limites, contraintes tu as vu émerger, peut-être à ton niveau, où je pense que tu as une vision sur tous les produits qui ont été développés, et quelque part, avec un peu de recul, quelles leçons
t'en tires là-dessus? Le mode produit, pour moi, si je résume, c'est cette capacité à être aussi très agile par rapport à un environnement qui est Plus structuré. Un environnement qui évolue beaucoup. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est cette capacité à pouvoir s'adapter soit à des évolutions des besoins de nos clients, qu'ils soient consommateurs ou utilisateurs. Cette capacité à pivoter, parce qu'il y a certains produits qu'on avait imaginés d'une certaine façon qui font des choses assez différentes de la vision initiale. Il y a aussi des produits qu'on a arrêtés. Et ça, peut-être, c'est pour moi un learning important qui est de dire il faut savoir arrêter des produits. Et quand on vient du monde du projet, voilà, c'est toujours très compliqué quand on a beaucoup investi dans un projet de se dire Stop. On arrête. Et dans un produit, par définition, on a moins investi, on essaie de pivoter, mais il y a parfois un attachement quasi affectif, émotionnel au produit qui fait qu'on a aussi du mal à arrêter. Et donc c'est important de se dire à un moment donné, le produit n'a pas rencontré son marché ou en fait ne correspondait pas à un vrai pain point, donc on est capable de l'arrêter. Donc c'est cette agilité, donc de pouvoir pivoter ou au contraire de pouvoir développer et scaler. On a aussi beaucoup insisté sur la partie design, sur la partie recherche utilisateur, sur la partie discovery, de prendre du temps pour bien réfléchir sur quel est le problème que l'on adresse. Y a-t-il un problème d'ailleurs, qui est sans doute la première question. Quel est le problème que l'on adresse et par quoi on va commencer et comment assez rapidement on est capable de tester les premières fonctionnalités. Donc ça c'est quelque chose que l'on a beaucoup appris, beaucoup développé et on évite l'effet tunnel. Trouver le fameux product market fit. C'est ça, trouver le product market fit et on apprend toujours pour le coup. J'ai aussi une expérience par rapport à ça entre des produits qui sont destinés à des milliers ou des dizaines de milliers de consommateurs. Clients B2C, ouais. B2C ou des produits plus internes qui sont pour quelques dizaines, voire centaines de spécialistes. On a fait évoluer l'approche produit. Tiens, on peut aller là-dedans justement. Vous faites du B2C, vous faites aussi du B2B, si je ne me trompe pas, pour les salons de beauté, j'imagine, coiffeurs, etc. Vous faites des produits internes. Justement, quelle différence tu vois, vu que je crois que tu as récupéré un gros scope depuis, voilà, quel maillage, quelle similitude et quelle différence notoire tu y vois Quand on fait un produit B2C ou B2, ce qu'on appelle B2 small B qu'on appelle, c'est-à-dire les coiffeurs, exactement. enfin tous nos... En fait, c'est la même chose. Toutes vos marques professionnelles. Ouais. Voilà, c'est sensiblement la même chose. Et là, c'est vraiment important de comprendre quel est le besoin du consommateur, de lui faire tester des fonctionnalités, de voir comment il s'approprie le produit, de rester très simple. Et là, notre objectif, c'est vraiment de créer un usage récurrent, plusieurs fois par jour. Et ça, voilà, pour moi, c'est le Graal. Et on avait un peu la même approche sur certaines de nos applications pour les collaborateurs. Ce que l'on a remarqué, c'est que les applications collaborateurs, de temps en temps, elles ont aussi vocation à permettre le déploiement d'un processus ou de bonnes pratiques. Et ça nous est arrivé d'avoir des feedbacks utilisateurs que l'en fait on n'a pas écouté volontairement dans la construction du produit, parce que ce que l'on voulait avec notre produit, c'était de mettre en place un processus métier nouveau. En fait, tous les chefs de produit n'ont pas forcément ni les clés ni l'expérience pour le faire de manière de la bonne façon. Et en fait, l'outil, le produit que l'on a développé, va les aider et les guider dans cette prise de décision. Donc l'outil sert à la fois à leur donner des éléments quantitatifs, mais aussi à les faire suivre un processus pour aboutir à une décision qu'ils prendront eux. Et donc, par définition, il y avait des demandes sur l'évolution du produit auxquelles on n'a pas répondu. Mais ce que ça veut dire, si on ne répond pas à une évolution du produit, ça veut dire qu'il faut ensuite investir sur le change management, c'est-à-dire d'être capable d'aller expliquer à ces chefs de produit qu'on a construit l'outil de cette manière-là parce que ça permettait de suivre un processus. Et donc, l'approche
même si ça reste un produit, digital, l'approche est sensiblement différente. Ok, super clair. Une autre question qu'on a touché un peu du doigt et que j'ai pour toi qui m'intéresse particulièrement dans votre contexte, c'est la scalabilité. On sait qu'un des sujets complexes dans le mode produit, tu le disais, c'est des petites équipes autonomes, c'est de scaler. Une fois que ce PMF a été établi, que vous êtes sûr de vous et que vous avez envie de le déployer à grande échelle, parce que, encore une fois, L'Oréal, ce n'est pas une petite entité, des milliards de clients, si je ne m'abuse, pratiquement. Ouais, c'est ça, j'avais entendu ce chiffre qui m'avait toujours impressionné. Voilà, comment on fait? Est-ce que vous avez touché du doigt cette complexité-là, faire du produit à grande échelle? Est-ce que justement, à un moment, l'approche combinatoire projet-produit, toi qui as connu l'approche projet, petit à petit se combine bien? Comment vous arrivez à opérer? Est-ce que vous avez commencé à vous dire ou à toucher cette problématique-là du doigt, de se dire demain, des produits itératifs, on les a déployés à petite échelle, ça fonctionne, on a envie de les industrialiser? Comment on fait? Est-ce que c'est un élément sur lequel vous avez travaillé? Alors on a des produits qui sont passés à l'échelle. Côté consommateur, par exemple, nos services d'essayage virtuel et de diagnostic de peau, on a plusieurs centaines de millions de sessions tous les ans. Donc pour le coup, on peut dire que c'est à l'échelle. Et sur les collaborateurs, on a des produits qui vont, quelques centaines, quasi 1000 utilisateurs en interne à l'échelle du groupe, et on a même un produit qu'on a développé qui est lui quasiment à 10 000 utilisateurs au niveau du groupe. Donc on a des produits qui sont passés à l'échelle, c'est loin d'être simple, mais peut-être quelques éléments qui nous ont permis d'y arriver. Un, c'est de penser le passage à l'échelle un peu by design, c'est-à-dire au début de se dire notre volonté, ça sera de scaler ce produit. Donc dans les choix technologiques, dans les choix architecturaux. Pour une récupération côté DSI, j'imagine. Ouais, c'est important. Ensuite, on a dans Beauty Tech, et je ne l'ai pas dit, mais derrière Beauty Tech se cachait aussi une transformation de l'IT. On a beaucoup investi sur des solutions mondiale, une architecture qui est définie de manière mondiale, des solutions cloud qui sont mondiales, interopérables, y compris en Chine, qui est un gros marché pour nous. Donc se dire, on s'appuie sur des fondations, sur des fondamentaux technologiques qui sont scalables. Et c'est pas toujours simple, parce que ça veut dire mettre quelques contraintes au début sur les équipes produits, mais par vocation, le passage à l'échelle est important pour un groupe comme le nôtre. L'autre élément, c'est aussi de se dire comment on choisit les produits sur lesquels on travaille. C'est important d'investir, y compris dans le monde du digital, y compris dans le monde produit, sur les bons sujets. C'est pas parce que c'est hype de faire du produit qu'il faut investir sur les premiers sujets qui se présentent. Et d'ailleurs, lié au développement de Gen AI, tout le monde veut faire de l'AI, tout le monde veut faire du produit, tout le monde veut faire du digital. Et donc il y a la créativité et la demande est très forte, mais on a vraiment fait ce choix de se focaliser sur quelques priorités stratégiques. Et donc, si je dois répondre de manière assez simple sur qui décide, en fait, chez L'Oréal, je dis c'est le COMEX. Donc c'est les 20 personnes qui dirigent le groupe, qui ont choisi les grands enjeux stratégiques, et derrière chaque enjeu, il y a un ou plusieurs produits. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'acculturation des équipes du COMEX sur ce qu'est la transformation digitale, ce qu'est le mode produit, ce qui est plutôt ton mandat. Sur l'apport de technologie, ce qui est mon mandat, mais je ne suis pas le seul à faire ça. Bien sûr, oui. Donc ce qui permet ensuite de travailler avec eux sur les bons produits, si je puis dire, que l'on va lancer. Donc on est plutôt dans une logique où on fait peu de produits sur lesquels on va investir des sommes qui sont loin d'être négligeables, mais qui correspondent à des grandes priorités stratégiques. Ce que je dis souvent aux équipes, par définition, et c'est comme ça qu'on fonctionne, on est effectivement dans un cycle budgétaire qui est un cycle annuel, parce que on est une entreprise cotée avec des résultats publiés. Et on publie nos résultats tous les trimestres. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire, dans ce cadre
budgétaire annuel, on est capable d'allouer des financements pour un produit qui ensuite fait évoluer sa roadmap de manière autonome. Vous encapsulez un budget en fait, vous mettez une contrainte, un peu comme une contrainte, on parlait de contrainte DSI, un peu globale, c'est le cadre dans lequel opérer et derrière on peut naviguer. J'aime bien utiliser cette approche qui est de dire à un moment donné, le produit chaque année doit un peu pitcher et vendre sa roadmap. Un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup actuellement, c'est la mesure de la valeur créée par les produits, ce qui est pas toujours simple, mais c'est important parce que pour pouvoir sécuriser du financement, du budget, à un moment donné, il faut aussi être capable de mesurer de manière très tangible la valeur. Et c'est là où vous killez ou continuez ou arrêtez les produits, non? Exactement, ou peut-être pas un produit en entier, mais une fonctionnalité, une feature que l'on arrête. Et là-dessus, vous fixez des KPI, parce que justement, la mesure de la valeur, c'est un bon point sur lequel tu rebondis, qui n'est pas facile quand même à mesurer, qui est parfois très indirect. Comment vous arrivez à rendre ça tangible? On essaye, c'est loin d'être simple, ça dépend des produits. Donc, on a beaucoup investi sur les analytics de nos produits, à la fois sur l'utilisation, l'adoption, mais aussi sur des métriques vraiment de valeur. Sur notre outil d'allocation de nos moyens moteurs ou de nos médias pour simplifier, on a construit dans l'outil ce qu'on appelle un measurement loop, où on est capable de venir de manière assez précise mesurer l'impact réel des décisions que l'on a prises au trimestre précédent. Vous mettez de la data dans des produits data. Exactement. Il y a des analytics sur les analytics. C'est excellent. Excellent. Une question que j'ai pour toi aussi qui m'intéresse, c'est dans un produit donné ou un ensemble de produits, le défi, le challenge de l'internationalisation. Comme tu le disais, vous êtes un groupe international, vous avez des marchés très importants, tu évoquais le marché chinois notamment. À quel point on adapte, c'est souvent une question qu'on a nous aussi auprès de nos clients, où on déroge à la vision produit pour coller à l'utilisateur en local. En fait, à quel point on a une vision transverse et universelle de la solution, et à quel point derrière on vient l'adapter à un marché local, et comment vous gérez ça, j'imagine, entre équipe groupe à Paris, et équipe locale aux US, en Asie ou ailleurs. Alors, chez L'Oréal, par définition, on est un groupe très décentralisé qui s'était internationalisé en créant des filiales dans les différents pays. Donc, par nature, on était beaucoup dans je redéveloppe en local ou en tout cas, je vais dire ça comme ça, je suradapte les produits ou je surcustomise les produits centraux. Donc le choix que l'on fait quand on développe le produit, c'est de se dire à un moment donné, on veut des produits qui sont des produits mondiaux et le slogan c'est Adopt before adapt. On va beaucoup travailler sur comment on facilite l'adoption de nos produits plutôt que la suradaptation. Comment on fait ça? Et je vais donner un exemple très concret. Quand on a développé un produit pour piloter notre relation avec Amazon, et quand on a développé ce produit, s'est posé la question de où est-ce qu'on allait développer ce produit. Et L'Oréal, juste pour expliquer, L'Oréal, typiquement, le siège est à Clichy, près de Paris. Et donc, il y avait deux types de projets. Il y avait les projets locaux et les projets globaux qui étaient en fait ce que je vais appeler les projets de Clichy. Donc, c'était tout. Et donc là, avec le mode produit, ma vision, c'était d'inventer un nouveau mode de fonctionnement qui était aussi d'inventer des produits globaux, mais qui naissaient ailleurs. Et donc, quand on a créé le Tech Accelerator, ma start-up interne, on a créé des bureaux à New York, Toronto, Paris, Singapour et Shanghai. Et donc, Amazon, quand on a réfléchi à ce produit, le lieu où ça faisait le plus de sens pour le développer, c'était New York. Pour plusieurs raisons. Un, parce que notre marché le plus important avec Amazon, c'était les US. Et les équipes tech, produits Amazon qui développaient les API qui nous servaient à sourcer la donnée, étaient basés aux US. Donc on avait à la fois une part de voix non négligeable de par notre taille et aussi une proximité avec les équipes Amazon. Donc le produit
global a été développé aux US. On a attendu que le produit atteigne une certaine maturité et là-bas, aux US, sur le marché américain. Et ensuite, on l'a globalisé sur tous les marchés qui étaient importants. Et donc l'équipe produit est restée et est toujours basée à New York. Et ils ont la responsabilité du produit de manière globale. Et avec ce mandat, c'est Adopt before Adapt. Et donc ça veut dire que l'on ne gère des adaptations à la marge du produit que quand c'est critique. Par exemple, une des problématiques dans le e-commerce en Europe, c'est ce qu'on appelle le cross-border, c'est-à-dire des clients en France qui achètent en Angleterre, qui n'est pas une problématique qui existait aux US. Et donc, on a développé des fonctionnalités liées à ça. C'est intéressant. Et du coup, ce que je comprends, c'est que vous adaptez que quand il y a une problématique, là tu l'évoquais avec ton exemple, majeure, qui va en fait faire un ensemble de fonctionnalités qui est tierce, en fait, qui fait partie du produit, mais qui ne challenge pas la vision produit en tant que telle au global. Exactement. Qui est comment on améliore la relation Amazon Group et L'Oréal Group. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle fonctionnalité que l'on va intégrer au produit, et on ne va pas forquer le produit. Ouais, exactement. On a un seul produit avec une nouvelle fonctionnalité pour ce marché-là. Qui n'est pas utilisée par tous les marchés, mais ce n'est pas grave. Une des dernières questions que je vais avoir pour toi, pour notre échange, c'est les tendances que tu vois émerger dans le monde du produit chez L'Oréal qui viennent challenger. Tu as beaucoup parlé, peut-être qu'on va évoquer, parce que c'est beaucoup évoqué évidemment, la Gen AI, mais voilà, quelles sont les tendances que tu vois émerger d'un point de vue technologique qui impactent votre manière d'opérer des produits digitaux demain chez L'Oréal, ou qui peut impacter aussi votre transformation digital beauty tech globale? Sur les grandes tendances, effectivement, on a été... ce que je disais tout à l'heure, on a surfé la vague Gen AI. Et pour quelqu'un comme moi, qui travaillait sur des produits qui embarquaient de l'AI depuis maintenant quelques années, ce qui est impressionnant, il y a deux choses. Un, c'est la démocratisation de l'AI et son adoption de manière massive par le grand public. Et avant, les gens utilisaient peu... Enfin, ou en tout cas, n'avaient pas conscience d'utiliser de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est de l'AI avec une UI, et donc la capacité pour tout le monde d'interagir. Et je dois aussi dire, je reste très impressionné, notamment sur ces fameux LLM, sur vraiment la valeur intrinsèque que ça apporte et leur utilisation dans les produits. Nous, on a créé un produit qui s'appelle L'Oréal GPT, qui est notre propre version sécurisée de GPT, et notamment pour tout ce qui est accès à des bases de données propriétaires, en recherche, sur la gestion des RH, sur la gestion de la connaissance. Donc on a développé ce produit. Il est à destination interne pour vos collaborateurs ou externe côté client? Il est à destination interne de nos collaborateurs, et dans la même veine pour les consommateurs. Beauty Genius, qui est une assistante de beauté virtuelle pour les consommateurs de la marque L'Oréal Paris, où vous pouvez poser à cette assistante virtuelle l'ensemble des questions que vous avez sur les produits, votre routine, vos besoins. Sur les tendances du mode produit en lui-même, pour moi, c'est de continuer au passage à l'échelle. On va avoir de plus en plus de produits, un mode de développement de solutions, d'applications digitales pour nos collaborateurs ou pour nos consommateurs qui est amené à continuer son développement. Je ne sais pas quelle sera la prochaine révolution technologique, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, et que par définition, le mode produit est bien adapté par rapport à cette capacité à embrasser très vite une nouvelle technologie, et surtout à le faire en ayant pour objectif de créer de la valeur, de répondre à un besoin consommateur ou utilisateur, et de le faire simplement et à l'échelle. Ça marche. Écoute, un grand merci en tout cas pour toutes ces explications, et peut-être un petit mot pour la fin, Stéphane. Je ne sais pas si tu as envie d'évoquer un sujet qu'on n'aurait pas
dont on n'aurait pas parlé. Merci pour cet échange. Ce qui est important pour moi, et peut-être en guise de conclusion, c'est pour les gens qui débuteraient et qui seraient dans le monde des grandes entreprises et qui débuteraient dans le monde produit, c'est de ne pas calquer ou d'appliquer des méthodes prédéfinies, mais de vraiment réfléchir à comment on peut mettre en œuvre une approche produit adaptée à sa culture d'entreprise, à son business, à son échelle. Et ça, c'est important. Et donc, c'est, je pense, important de se faire accompagner dans ces moments-là aussi. Ah oui, je partage et c'est tout l'enjeu de notre travail. Excellent, excellent. Merci encore Stéphane pour ce moment. Et du coup, on se dit à bientôt. Merci Martin, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!